Un silence lourd, presque étouffant, s'est posé sur le quai du port de Plaisance. Il ne reste que 11 minutes avant l'appareillage prévu du navire. Les ponts supérieurs du yacht resplendissent sous les projecteurs maritimes, peuplés de donateurs en tenue de gala, des coupes de cristal à la main, réunis sous une banderole proclamant une nouvelle ère de compassion en mer. Mais à l'écart de cette scénographie parfaitement orchestrée, de l'autre côté du cordon de sécurité, se tient une femme de 79 ans. Eleanor Hayes porte un manteau bleu décoloré auquel il manque un bouton, ses chaussures sont trempées par l'humidité du ponton, et les agents de sécurité viennent de lui rendre une petite cloche en laiton comme s'il s'agissait d'un objet dangereux. C'est là que réside le paradoxe fondamental de cette structure. D'un côté, la façade officielle de la Fondation, incarnée par la silhouette impeccable du cardinal Vittorio Belandi. Un homme dont la réputation repose sur une discipline de fer, capable de gérer des budgets complexes sans consulter une note, de répondre aux courriers avant le lever du jour et de cultiver les réseaux de mécénat les plus prestigieux. Pour la hiérarchie qu'il représente, ce yacht baptisé le Stella Regina n'est pas un navire de luxe, mais un outil stratégique. Les salons en cuir blanc, la cave à vin murale et le piano à queue servent une logique institutionnelle stricte, où les dîners privés produisent des ressources, et où ces ressources doivent, en théorie, financer la misère. Mais de l'autre côté de la ligne de fracture, il y a la réalité matérielle de ce que le système a dû étouffer pour maintenir sa façade. Le pape Léon XIV s'approche du cordon de sécurité et s'abaisse pour examiner la cloche de laiton. Sur le rebord sont gravés les mots « Miséricorde de la mer », accompagnés de 2 initiales discrètes, A, B. Interrogée sur l'origine de cet objet, Eleanor Hayes désigne le yacht. Pour le cardinal Belandi, présent sur la passerelle, il s'agit d'une simple confusion d'une femme âgée concernant la propriété des biens. Le yacht actuel serait un actif distinct, issu d'une reconstruction majeure, destiné à entretenir des relations cruciales avec les donateurs. Mais la réponse d'Eleanor est immédiate et irréfutable. La coque, elle, est restée la même. L'élément catalyseur qui fait vaciller cet ordre établi intervient lorsque le pape demande quel est le programme exact du navire pour la soirée. La réponse est purement administrative. Un voyage pour les donateurs ce soir, une réunion privée demain, et un calendrier entièrement géré par la Fondation. Lorsque le souverain pontife demande au capitaine qui a donné l'ordre d'appareiller, le regard du marin se tourne vers le cardinal. Cet unique mouvement de tête suffit. Léon XIV ordonne l'interruption immédiate du départ et la fermeture du port. La musique s'arrête, les verres s'abaissent et la mécanique institutionnelle se grippe. Face au risque de responsabilité juridique et financière soulevé par le cardinal Belandi, le pape saisit la cloche et exige la reddition immédiate des documents d'enregistrement, des comptes de la Fondation, de la liste des passagers et des clés de toutes les pièces verrouillées à bord. Mais au moment où les invités sont escortés à terre et que les moteurs s'éteignent, Eleanor Hayes s'approche du pape et lui murmure un avertissement crucial. « Si vous ouvrez la pièce située sous la chapelle, ne les laissez pas retirer le mur en premier. » C'est dans ce volume occulté que se cache ce que le système redoute le plus de dévoiler. Le passage dans le couloir inférieur du navire marque une rupture brutale avec le luxe immaculé des ponts supérieurs. Accompagné du capitaine Marco Salvi et de 2 auditeurs, le pape Léon XIV descend vers la zone située sous la chapelle. À leur côté, le cardinal Vittorio Belandi conserve une composition parfaite. Fidèle à sa réputation d'homme que rien ne peut surprendre, il s'exprime avec la froide assurance d'un administrateur rectifiant une simple omission technique. Selon ses explications, la pièce d'origine aurait été supprimée lors des travaux de modernisation, ne laissant derrière la cloison que de vieilles conduites de plomberie. La chapelle elle-même est d'une sobriété clinique, bien plus étroite que la cave à vin située juste au-dessus. 4 chaises font face à un autel modeste surmonté d'une croix dorée et d'un panneau de marbre. Lorsque le pape frappe du poing contre le marbre, le son qui résonne est inconfondablement creux. La confrontation des anciens plans navals et des schémas actuels met immédiatement à nu la falsification spatiale. Là où les documents officiels de la Fondation n'affichent plus qu'un espace de rangement pour le vin et les bagages, la structure d'origine abritait un plateau médical complet, 6 lits de soins,
des armoires à oxygène, une table d'examen et un réfrigérateur à insuline. Confronté à cette preuve matérielle, le cardinal ne nie pas les faits, mais déplace le débat sur le terrain de la rationalité économique. Il affirme que ces équipements étaient obsolètes, que l'espace n'était plus efficient et que la Fondation soutient désormais des cliniques terrestres. Mais l'analyse des dossiers financiers par les auditeurs détruit instantanément cette justification. L'année précédente, la Fondation n'a accordé des subventions qu'à 2 cliniques seulement, tout en rejetant 9 demandes de secours. Pendant la même période, le yacht a effectué 14 voyages d'agrément pour les donateurs. Les registres révèlent une litanie de requêtes urgentes frappées d'un même mot au tampon rouge, différé. Qu'il s'agisse d'un générateur de secours pour un dispensaire insulaire, de médicaments cardiaques pour un vieillard ou de carburant pour une infirmière en hiver, chaque demande refusée représentait une somme inférieure au coût des fleurs d'une seule soirée à bord. Lorsque le cardinal soutient que le sentiment ne peut pas gouverner l'institution et que le modèle d'origine était financièrement insoutenable, le capitaine Marco Salvi, fort de ses 17 années de service silencieux à bord, rompt sa réserve. Il précise face au souverain pontife que le modèle est devenu insoutenable uniquement après l'annulation programmée des routes médicales. C'est alors que le lien intime et douloureux du conflit est révélé par les initiales gravées sur la cloche. Adèle Bellandi, la propre mère du cardinal, était la fondatrice de cette œuvre caritative. Après la mort de son mari, emporté par une crise cardiaque sur un bateau de pêche faute de soins à temps, elle avait conçu ce navire comme un bâtiment de secours en mer. Et le jeune prêtre qui naviguait autrefois à ses côtés, portant les caisses de médicaments et dormant à même le sol pour laisser les lits aux malades, n'était autre que Vittorio Bellandi lui-même, avant que la grandeur des bureaux et la recherche du pouvoir institutionnel ne substituent la préservation du symbole à l'accomplissement de la mission. Sous la pression du souverain pontife, la cloison de marbre de la chapelle est finalement brisée, faisant tomber un nuage de poussière sur le sol. Derrière le panneau apparaît une porte en acier à la peinture verte décolorée, au poignet de laquelle est nouée une bande de tissu blanc, vestige du tablier d'infirmière d'Adèle Bellandi. Eleanor Hayes extrait du manche démontable de sa cloche en laiton une petite clé en fer qu'elle conservait secrètement depuis 17 ans. L'ouverture de cette porte scellée ne met au jour ni trésor caché ni fond détourné, mais la preuve matérielle de tout ce que le système a choisi d'abandonner. L'ancienne baie médicale exhale une odeur de poussière, de métal et de vieux désinfectants. 6 lits étroits restent vissés au plancher. Sur la porte du réfrigérateur à insuline débranchée, un dessin d'enfant retenu par un aimant rouillé affiche ces mots. « Merci d'avoir ramené grand-mère à la maison ». Sur le mur du fond sont alignés des centaines de noms accompagnés d'îles et de dates d'intervention, s'arrêtant brusquement au moment où la gestion administrative a pris le dessus. Parmi les dossiers retrouvés liés par de la ficelle, figure une demande urgente datant de moins d'1 mois, émanant de l'île de Saint-Gabriel. Son dispensaire, privé de toit et de générateur après une tempête, demandait du secours pour 12 résidents âgés, dépendant de médicaments réfrigérés. La Fondation avait apposé son tampon rouge, différé, alors même que la même semaine, le yacht achetait de nouvelles chaises de salle à manger pour un montant 9 fois supérieur aux réparations requises. Face à la tentative ultime du cardinal Bellandi d'invoquer les risques juridiques et l'impossibilité technique d'envoyer un navire non équipé au milieu de la nuit, le pape oppose la réalité des faits. La météo indique qu'un front tempétueux va fermer le chenal vers Saint-Gabriel d'ici minuit, laissant le dispensaire avec seulement quelques heures d'oxygène. Refusant la logique comptable qui oppose la prudence institutionnelle à la détresse humaine, Léon XIV ordonne la reconversion immédiate et intégrale du navire. Les caisses de vin prestigieux sont débarquées sur le quai, tandis que les cylindres d'oxygène, les caisses de médicaments, le générateur de remplacement et les vivres sont chargés en urgence sous le regard médusé des invités et des ouvriers du port. Le souverain pontife exige alors que le cardinal Bellandi monte lui-même à bord pour porter les marchandises et assister à la traversée. Sous les yeux des témoins rassemblés sur le quai, Bellandi est contraint de transporter les caisses d'insuline et d'eau dépouillées de son autorité administrative. Alors que les lettres dorées formant le nom de Stella Regina sont arrachées de la coque, l'ancien nom du navire, Miséricorde de la mer, réapparaît en lettres effacées.
Le navire quitte le port 43 minutes avant la fermeture définitive du chenal, s'enfonçant directement dans la tempête pour affronter la réalité qu'il avait tenté de masquer. La traversée s'effectue dans une obscurité totale, piquetée par la violence des rafales et le choc des vagues contre la coque du navire. Au pont inférieur, la métamorphose de l'espace est consommée. L'ancien salon d'apparat sert de dortoir de fortune, les réserves de bagages abritent les bonbonnes d'oxygène et le compartiment à vin a été reconverti en réfrigérateur médical. Alors que le yacht roule lourdement sur la houle, provoquant le détachement d'une chaise de luxe qui glisse à travers le salon, le cardinal Belandi découvre une encoche gravée dans la cloison, à côté d'un lit. Sous cette marque repérant sa propre taille d'enfant, figurent les mots « Vittorio, 12 ans », écrits au crayon effacé par sa mère Adèle. L'illusion d'une gestion purement technique s'effondre face au poids du souvenir. Peu avant minuit, les feux légers de l'île de Saint-Gabriel émergent enfin de la pluie. Le navire fait jouer son signal sonore, mais la côte reste muette. C'est alors qu'Eleanor Hayes monte sur le pont supérieur, bravant le vent pour faire retentir la cloche en laiton. Le premier coup brise le silence du littoral, faisant apparaître une seconde lumière à terre. Au deuxième coup, les phares d'un camion s'allument près de la clinique. Avant le troisième signal, le pape Léon XIV appelle Vittorio Belandi à le rejoindre. Devant le manche de la cloche, alors que la pluie ruisselle sur son visage, le cardinal refuse d'abord de saisir la corde, déclarant qu'il n'en a plus le droit. Mais posant sa main sur celle d'Éléanore, le souverain pontife l'encadre et ordonne de ne pas sonner seul. Ensemble, ils frappent le troisième coup, scellant le retour du navire. L'ostentation institutionnelle cède brutalement la place à la nudité des faits, à l'instant même où le navire s'amarre, 7 minutes seulement avant que le ponton ne devienne impraticable. Le docteur Grace Nolan, l'enfant auteur du dessin conservé sur le réfrigérateur, accueille l'équipage en bottes de caoutchouc et veste rouge usée. Lorsque le générateur du dispensaire tombe en panne, plongeant le bâtiment dans le noir pendant 3 minutes, la hiérarchie officielle s'efface totalement devant la nécessité biologique. Le chef cuisinier tient la lampe de poche, le capitaine et les insulaires traînent le nouveau générateur, et le cardinal suit Éléanore dans la chambre où une femme de 84 ans lutte pour son souffle. C'est dans cette pièce exiguë, au chevet de Margaret Cole, qui reconnaît en Belandi les mains de sa mère Adèle, que la rupture avec l'ordre ancien devient irréversible. Léon XIV ne prononce aucun discours théâtral ou déploiement de pathos. Il se contente de placer une chaise à côté du lit et d'ordonner au cardinal de s'y asseoir jusqu'à ce que la respiration de la malade se soit stabilisée. L'action politique et spirituelle se résume à cet acte de présence pure, imposé à l'administrateur qui avait chiffré la valeur des vies humaines à l'aune de budgets stratégiques. Au matin, la vérité est proclamée sans ambiguïté. Le yacht ne servira plus jamais au divertissement privé. Ces équipements de luxe seront vendus pour réparer la clinique et financer les routes médicales d'origine, tandis qu'un conseil médical civique, intégrant les habitants des îles, contrôlera désormais le calendrier du navire. Au lever du jour, alors que la tempête s'est enfin dissipée, les habitants de Saint-Gabriel se rassemblent sur la jetée. Certains se souviennent de l'ancien navire médical, tandis que d'autres ne le connaissaient qu'à travers des récits transmis au fil des ans. Ils s'approchent du quai et touchent les lettres effacées sur la coque avec une précaution presque sacrée, comme s'il s'agissait de saluer une présence disparue depuis trop longtemps. Les décisions annoncées par le pape Léon XIV traduisent cette transformation en mesures irréversibles. Le navire est définitivement retiré des circuits de réception privés. Ces aménagements luxueux sont destinés à la vente pour financer les réparations du dispensaire et rétablir les liaisons sanitaires instaurées à l'origine par Adèle Belandi. La structure administrative subit un remaniement radical. Un conseil médical civil, au sein duquel siègent directement les résidents des îles, prend désormais en charge la gestion du calendrier de navigation. Aucun voyage de collecte de fonds ne pourra plus être autorisé tant que le carburant et les fournitures médicales nécessaires aux routes de secours ne seront pas pleinement sécurisés. Pour le cardinal Vittorio Belandi, la sanction institutionnelle prend la forme d'un retour forcé à la réalité du terrain.
Écarté de la direction de la Fondation, il est affecté pour une durée d'1 an au service direct des cliniques côtières dont les demandes avaient été rejetées. Sans accès aux fonds ni pouvoir de signature sur les contrats, sa tâche consiste désormais à porter physiquement ce que d'autres ont charrié pendant qu'il élaborait ses schémas stratégiques. C'est au moment où Belandi retire lui-même le blason cardinalis poli du navire qu'apparaît une plaque de bronze dissimulée dont seul Eleanor Hayes connaissait l'existence. On y lit la directive finale laissée par sa mère. Aucune île trop petite, aucune vie trop tard. Face à cette inscription, le cardinal prend la mesure de la distance qui s'était creusée entre l'enfant dont la taille était marquée sur la cloison et l'administrateur qui avait scellé cette même pièce. C'est alors qu'Eleanor dépose la cloche de laiton à ses côtés, lui rappelant que sa mère ne lui demandait pas une honte éternelle, mais simplement de revenir à l'essentiel. 6 mois plus tard, le navire rebaptisé Miséricorde de la mer approche de Saint-Gabriel sous un ciel matinal parfaitement dégagé. Les casiers à vin ont disparu, la baie médicale demeure grande ouverte et une croix rouge flanque désormais l'ancien nom peint sur la coque. À la proue, Eleanor Hayes porte son manteau bleu usé, auquel 2 boutons assortis ont enfin été recousus. À ses côtés, le cardinal Belandi transporte une caisse de médicaments sans plus attendre les caméras. Lorsque la côte se dessine à l'horizon, Eleanor lui tend la cloche en laiton. Cette fois, sans déclarer qu'il n'en a pas le droit, il pose sa main sur la sienne. Ensemble, ils font sonner la cloche, 1 coup pour les médicaments, 2 coups pour le médecin, et 3 coups pour tous ceux qui, après une longue attente, reprennent enfin le chemin de leur foyer.